Bonjour tout le monde, bienvenue à Juste pour savoir, cette émission où je reçois des spécialistes qui ont des expertises en lien avec la pandémie. Je suis Héloïse de la chaîne Hello veut savoir, votre animatrice aujourd'hui, et j'ai le bonheur de m'entretenir avec 3 psychologues. On va parler de santé mentale, un thème que je trouve qui a été vraiment trop mis de côté depuis 2 ans. Qu'est-ce qui se passe depuis le COVID? Les gens ont tous l'air des coquilles vides. Je tiens aussi à spécifier que mes invités n'ont pas de conflit d'intérêt et parlent en leur nom uniquement aujourd'hui. J'ai la chance de vous recevoir 3 psychologues. Vous êtes 3 psychologues cliniques. Soumaya Belloucine, bonjour. Psychologue clinicienne, neuropsychologue et psychothérapeute pratiquant depuis 20 ans, Soumaya Belloucine a débuté sa carrière principalement en gérontologie en France. En 2009, elle s'installe au Québec et exerce dans le domaine de l'enfance d'abord, dans le secteur scolaire, puis celui de la santé en équipe santé mentale jeunesse jusqu'en 2017. Elle pratique maintenant à temps plein la psychothérapie dans le secteur privé. Bienvenue. Lisanne Babin, bonjour. Psychologue depuis 15 ans, elle a travaillé à la fois en clinique privée et dans le réseau de la santé et des services sociaux au sein des équipes de santé mentale jeunesse de différentes régions. Depuis maintenant 3 ans, elle se consacre à la pratique privée. Elle a cofondé la clinique Synodia, une clinique multidisciplinaire offrant des services aux enfants, adolescents et leurs familles dans la région de la Naudière. Merci d'être là. Caroline Cahouette est psychologue clinicienne depuis près de 15 ans. Elle débute sa pratique privée en 2009, dans laquelle elle reçoit enfants et adultes. Sa pratique intègre plusieurs approches, dont les théories de la psychanalyse jungienne, la pleine conscience, la thérapie d'acceptation et d'engagement. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à vous 3. Merci. Aujourd'hui, on va se pencher sur, bien entendu, la santé mentale en temps de pandémie. C'est ce qu'on observe depuis 2 ans. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de sonner l'alarme. Ce que je voudrais, en fait, pour commencer, j'aurais envie de poser la question à vous, Lisanne. Selon vous, est-ce que la santé mentale n'aurait pas dû peser davantage dans les prises de décision dans une crise sanitaire? Bien, c'est sûr qu'au début de la pandémie, ça a été comme une onde de choc pour tout le monde. Il y avait tellement de variables qu'on ne connaissait pas au niveau des risques pour la santé physique. Ça a été nécessaire de mettre des mesures en place rapidement. Par contre, là, après 2 ans, ce qu'on constate, c'est que les niveaux de détresse psychologique sont très grands. Il y a quand même aussi beaucoup de recherches qui ont été faites qui démontrent que certaines mesures ont des impacts importants au niveau de la santé mentale, entre autres pour ce qui est des confinements, de la distanciation physique. Donc, c'est sûr que, tu sais, on n'est pas au courant exactement de qui a été consulté et comment. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que dans les effets observés, ça pose la question, est-ce que ça a été suffisamment pris en considération? Est-ce qu'on pourrait dire quand même que c'était déjà un problème qui existait dans notre société, la santé mentale? Vous l'observez sûrement dans votre pratique, là. C'est pas... souvent, on se dit « Ah, tu files pas, tu te tapes dans le dos ». Donc, c'est pas si surprenant que ça, j'imagine, de voir que là, elle n'a pas vraiment pesé dans la balance. Est-ce que... vous parliez de la distanciation physique qui pouvait avoir affecté, mais j'imagine que la rupture de liens sociaux aussi, vous devez l'observer. En quoi ne plus avoir de vie sociale affecte un humain? Le lien social, c'est à la base la sécurité. On est des êtres grégaires, on est des êtres sociaux, donc être en relation, c'est ce qui assure vraiment une sécurité interne, entre autres. D'avoir interféré à ce niveau-là, c'est d'avoir fragilisé les gens, à mon sens. C'est vraiment en relation avec notre tribu qu'on peut vraiment sentir une sécurité puis qu'on peut s'entraider. J'aime beaucoup penser au film de Tom Hanks, là, Seul au monde. Il va se faire ami avec un ballon. Je trouve que ça démontre très bien à quel point on a besoin, dans des situations de détresse, de se sentir relié. C'est ça, d'être en relation, finalement. Exact. Puis soudainement, tous ces liens-là ont été coupés. Vous, dans votre pratique, avez-vous vu une augmentation de la demande? Oui, vraiment beaucoup. C'est vrai qu'au début de la pandémie, on a fait beaucoup attention à nos aînés. C'est vrai qu'ils étaient plus isolés, mais en fait, on s'est rendu compte aussi avec le temps que vraiment les jeunes ont beaucoup été touchés. Vous parliez des ruptures de liens sociaux. Donc ça a été vraiment marquant. Les jeunes, on va en parler, Lisanne, toi aussi, tu as suivi tu suis des jeunes dans ta pratique, là,
jusqu'à jeune adulte, hein, je pense, des tout petits jusqu'à jeune adulte. Jusqu'à 25 environ. Donc, c'est ça. On le voit vraiment. Là, il y a vraiment... les ressources sont absolument débordées. On savait déjà avant la pandémie, au niveau du système public, qu'il y avait de l'attente. Hein, on était habitués à ça. Mais là, c'est même le secteur privé et les ressources communautaires qui sont complètement débordées. Donc, le privé n'avait pas vraiment des listes d'attente avant, c'est ce que je comprends. Peut-être certains thérapeutes devaient en avoir. En général, dans mon secteur, on avait déjà quand même beaucoup d'attentes, mais on a vu les listes d'attente vraiment exploser. Puis c'est qu'il y a plein de facteurs qui expliquent aussi l'augmentation du temps d'attente. Tu sais, oui, on a plus de demandes, mais il y a aussi le fait qu'on a beaucoup de retours d'anciens clients. Beaucoup plus que ce qu'on avait l'habitude. Donc, des gens qui, avec la pandémie, ont été fragilisés, donc qui ont souhaité revenir avoir des services à nouveau. Et, dans le fond, c'est sûr qu'on priorise toujours nos anciens clients. Donc, ça fait en sorte que ça rallonge le temps d'attente pour ceux sur la liste d'attente. On a aussi de la difficulté à terminer les suivis parce que ben, le contexte perdure. Donc, les gens demeurent fragiles. Les problématiques sont chroniques, sont intenses. Puis ça fait en sorte que aussi, comme l'accès est difficile, ben moi j'ai beaucoup de clients qui hésitent à terminer un suivi parce que ben ils se disent si jamais j'ai des besoins à nouveau, ben tu pourras pas me voir rapidement. Ils ont peur de perdre leur place. Ils ont peur de perdre leur place. Donc, on doit travailler la fin du processus. Ça a toujours été nécessaire dans notre travail, mais moi, je remarque que j'ai de plus en plus de suivis qui s'étirent, qu'on espace les rencontres, mais qui continuent pendant plusieurs mois. Donc, non seulement il y a plus de demandes, mais en plus, vos patients ont besoin de plus de temps avec vous, c'est ce que je comprends. Puis pour nous donner, mettons, un référent, ça ressemble à quoi? Mettons, l'augmentation des appels, des demandes que vous recevez, c'est combien, mettons, par... Au début de ma pratique, je pouvais avoir une dizaine de demandes par semaine, 2 semaines. C'est pas rare ces temps-ci que j'ai une dizaine d'appels par jour. Puis mes collègues, c'est la même chose. Il y a même des psys qui viennent pas à bout de rappeler, tu sais. J'en fais partie, à un moment donné, on devient surchargé. Vous n'avez pas de secrétaire? Ou... Non, c'est ça, exactement. En plus, vous avez cette charge supplémentaire de devoir rappeler tout le monde. Oui, exactement. Puis on n'a pas de nom à qui référer parce qu'on est tous là-dedans. Puis les gens, tu sais, on a des commentaires que j'avais jamais avant de « Hey, merci de m'avoir rappelé. » Ne serait-ce que pour dire « j'ai pas de place. » Exactement. Wow. C'est tellement une problématique que l'Ordre a émis dans un courriel la consigne de se retirer du service de référence de l'Ordre si on n'était pas en mesure de retourner les appels parce qu'il y avait eu trop de plaintes de gens qui cherchaient partout, puis qui se retrouvaient où il n'y avait même pas de retour d'appel. Donc, la détresse augmentait significativement. Ah oui, puis on les comprend parce qu'on les a au téléphone. Des fois, quand je retourne mes appels, effectivement, ils remercient déjà qu'on retourne l'appel, puis ils disent ça fait 10 téléphones que je fais, je ne sais plus où pouvez-vous me référer quelque part. Et nous, on essaye souvent d'arranger aussi, de trouver des références. Avant, on trouvait des collègues quand même où on pouvait se référer les clients qui en demandent, mais on ne trouve plus. C'est pas une profession où qu'on peut décider de faire de l'overtime, tu sais, qu'on peut dire parce que ça demande tellement une présence à soi, une disponibilité que même nous, si on veut préserver notre santé au travers, qu'on est des humains qui vivent aussi cette situation-là. Oui, en tout cas, moi, j'aurais parfois la tentative de dire je vais en prendre un peu plus, mais au bout de la semaine... Vous n'allez pas rendre service à personne. Exactement. Oui, souvent, c'est pas une rencontre juste ponctuelle. C'est un suivi dont ils ont besoin. C'est pas juste une heure de votre temps. Voilà, c'est pas un rendez-vous de plus dans la semaine, c'est plusieurs semaines et mois de suivi. C'est quoi les problématiques que vous observez en lien avec la pandémie? C'est une bonne question. Le lien direct n'est pas très clair. Parfois, j'ai vu des cas clairs là, de... Je me sens rejetée, la ségrégation, j'ai plus le droit de donner mon opinion, l'anxiété qui augmente, symptômes dépressifs, c'est des thèmes qu'on voit, mais le lien vraiment de pandémie, psyché, là, c'est pas complètement clair, mais on voit que c'est là quand même. C'est sûr qu'au début de la pandémie, on a eu, enfin moi, ce que j'ai observé dans la clientèle, des gens qui étaient vraiment insécurisés par ce qui se passait. On était dans une adaptation aussi, avec un confinement sévère, des nouvelles règles de vie. Donc, il y avait tout cet aspect-là de comment on recompose et comment on s'adapte par rapport à cette anxiété-là, de ce virus-là inconnu et qui faisait très peur. Et beaucoup de décès dans les CHSLD, tout ça. Donc, toute cette ambiance vraiment difficile. Au fil du temps, ça a quand même changé parce que,
ça a évolué tout ça, et maintenant ce qu'on voit beaucoup plus, c'est vraiment comme beaucoup de démotivation, de désengagement. On l'a vu aussi avec beaucoup les jeunes, beaucoup ont arrêté, en tout cas dans ma clientèle, remis en question leurs études, pris des pauses, finalement arrêté prématurément leur session. On a aussi chez des gens qui étaient pourtant très performants des difficultés à se motiver, beaucoup. Des pertes d'intérêt, donc beaucoup d'aspects dépressifs comme ça. Donc, c'est des aspects de la dépression sans être forcément une dépression, c'est comme des symptômes Certains sont en dépression, effectivement. On pourrait dire que c'est vraiment une dépression caractérisée. Beaucoup ont des aspects plus dépressifs. Ça a été difficile de connaître les chiffres des suicides. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais il me semble que les suicides vont aussi augmenter. Est-ce qu'on a des données par rapport à ça concernant les 2 dernières années? Les données de 2021 ne sont pas encore sorties. OK. En tout cas, moi, je pense que mes collègues non plus, on ne les a pas encore vues. Je sais qu'il y a eu ces derniers temps, dans les médias, il y a des reportages où ils suivaient des premiers répondants qui nommaient vraiment qu'il y avait une augmentation quand même des appels pour détresse suicidaire, voire passage à l'acte suicidaire. Donc, sans forcément un suicide, quand même une tentative de suicide. Ou des flashs, des pensées. Des pensées noires. Exactement. Donc ça, on observe une augmentation de ça. Oui. OK. Est-ce qu'il y a des études qui viennent l'appuyer? Ou... Bien, dans le fond, il y a une enquête qui a été faite par l'Université de Sherbrooke en collaboration avec le CIUS de l'Estrie qui, justement, a fait une étude auprès de, je pense, c'est quelque chose comme 33 000 jeunes. Puis, ce qui ressortait, c'est qu'un jeune sur 4 avaient présenté des pensées qui seraient mieux morts ou ont pensé à se faire du mal dans les 2 semaines qui précédait la collecte de données. Donc, on n'a pas de données spécifiques au niveau du suicide. Ça a été fait pendant la pandémie. Ça a été fait pendant la pandémie. En fait, ça a été... ces données-là datent de janvier 2022, donc très récent. Ah, mon Dieu, c'est récent. Oui. Mais c'est troublant. C'est un jeune sur 4. C'est extrême. Dans le sens qu'il y a eu des pensées suicidaires, mais alors, on peut imaginer que il y a moins intense. Là, dans l'escalade, ça veut dire qu'il y a probablement un jeune sur 2 qui vit de la détresse psychologique sans forcément avoir envie de se suicider. Là. Okay. Est-ce qu'il y a des études qui viennent confirmer qu'il y a une augmentation de cas de détresse? Oui, dans le fond, là, il y a entre autres une étude de prévalence qui a regardé différentes études qui ressortaient. Puis ça a été fait dans 204 pays et territoires. Puis il répertorie, dans le fond, qu'il y a 53,2 millions de cas de plus de troubles dépressifs et 76,2 millions de cas de plus de troubles anxieux comparativement à ce qu'il y avait avant la pandémie. Wow, OK, c'est pas 2-3 de plus, là. C'est quand même substantiel. C'est sûr que c'est dans plusieurs pays, mais ça reste important comme chiffre. C'est ça, effectivement. Mais mon Dieu, c'est intéressant de savoir qu'on commence... Ça fait quand même longtemps, fait qu'on commence à avoir des données, j'imagine, qui viennent appuyer. T'sais, au début, comme vous disiez, là, c'était nouveau, on sait pas trop, mais là, ça fait quand même 2 ans. Là, on peut commencer à tirer conclusion. Est-ce que, on parlait de l'anxiété, là, je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Est-ce que la peur est devenue le moteur de nos choix? Oui. Bien, à mon sens, là, c'est ce que je déplore le plus. Je vais nuancer. Dans le fond, la peur, c'est vraiment... c'est un système d'alarme naturel important. Il y a un autobus qui arrive et la peur va servir à ce qu'on se tasse ou qu'on bouge. Fait que, il y a comme 2 types, à mon sens, de menaces. Il y a la menace externe. Donc, oui, on a eu... C'était légitime d'avoir peur, un virus qu'on ne connaît pas, qui se présente à nous. Donc, la peur, elle pouvait servir au début. Elle servait, entre autres, de trouver des solutions pour se rassurer, retrouver notre sécurité. Mais au fil de la pandémie, ce que j'ai vu apparaître, c'est une menace, donc une peur associée à une menace, mais à l'intérieur de nous, face à nos convictions, nos valeurs. Je vais essayer d'expliquer ma pensée. Dans le fond, c'est que, oui, la menace du virus est réelle et il faut en prendre soin. Sauf que au travers des consignes qui sont apparues, les gens qui ont réussi à trouver un sens face à ce qui se passait puis qui ont fait des choix différents pour gérer leur peur se sont mis à t'attaquer là-dessus. Donc, il y a eu des menaces face aux convictions, aux valeurs personnelles. Puis c'est là que j'étais un peu inquiète parce que c'est une peur qui est maintenue, mais qui est, à mon sens, pas toujours légitime. Donc, ça crée beaucoup de souffrance, du rejet, de la ségrégation, je reviens avec ça, de la violence psychologique. Puis aussi, j'imagine, la difficulté de prendre des choix pour ce que nous, on pense qui est bon pour nous. Exactement. Ça a été
au fil des années, de plus en plus punis. C'est là que j'ai vu une souffrance apparaître, parce que les gens qui suivaient les consignes, mais qui n'étaient pas toujours en accord avec tout, arrivaient dans mon bureau en disant, là, moi, je suis pas d'accord, ça fait vraiment pas de sens, j'ai pas le droit de suivre cet élan-là. Donc, tout le droit à l'existence apparaissait, là. J'ai plus le droit d'exister. Ouais. Je peux pas rien faire. Donc ça augmentait la détresse. Des gens que j'aurais pas pensé avoir des flashs suicidaires en sont venus à ça. Tu sais, dans le fond, Des patients que tu avais déjà avant. Oui, exactement. Des gens qui étaient quand même assez autonomes dans leur processus, tu sais. Donc, Qui, là, soudainement, perdaient leur repère. Exactement. Ça amène une perte de sens qui est quand même assez grave à moi, en tout cas, selon moi. Là. Ouais. Oui, on a observé beaucoup d'autocensure. Oui, beaucoup d'autocensure. Même dans votre clinique, les gens s'autocensurent avec vous? Dans la, il y a des clients. Tu parles au niveau de la clientèle? Bien, parce qu'on parle d'autocensure, à quel niveau vous l'observez? Quand ils relatent leur vie, en fait, par rapport à des personnes, comme le nommait Caroline, qui n'ont pas fait des choix, par exemple, par rapport à certaines mesures ou par rapport à la vaccination, on va en parler. Donc, ces personnes-là ont été vraiment vécues, certains ont relaté avoir vécu de la violence, que ce soit au niveau de leur entourage, c'est-à-dire des ruptures de liens, des pertes d'emploi, du rejet, tout ce qui a été nommé aussi de façon très violente dans les médias, en fait, par rapport à cette population-là. Il y avait quand même des appels à la guerre contre les non-vaccinés. Les termes étaient quand même forts, donc je peux imaginer que c'est blessant. Ça a créé beaucoup de détresse, ça a créé beaucoup de ruptures dans les familles aussi. Oui. Donc, c'était des personnes qui soit se retrouvaient avec de devoir aller contre ce qu'ils ressentaient intérieurement et leurs valeurs ou leurs croyances et de devoir aller se conformer, mais pas en accord avec eux, donc vraiment une dissonance une dissonance interne très grande, ou devoir affronter et confronter ces ruptures-là. Donc, un choix comme l'autre, en fait, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Oui. Exactement. Puis ça m'amène à remarquer aussi que, tu sais, quand on a peur, on met en place des processus pour calmer ou répondre aux besoins de sécurité. Mais là, peu importe, ce besoin de sécurité-là n'était pas nourri. Entre autres parce que les médias continuaient, le gouvernement continuait à nous laisser dans la peur. Puis face à la peur, quand on n'a pas de mécanisme, bien, il y en a qui embarquent quand même. Là, soit qu'on fige, on fuit ou on combat. Ouais. Puis c'est là que j'ai remarqué, la fuite, les gens me disaient, je peux même pas sortir du pays. C'est ça. La fuite ne pouvait pas. Fuir. Exactement. Figé, ben oui, on le remarque entre autres dans les symptômes dépressifs, l'anxiété, des jeunes qui n'ont plus envie de se lever. Donc pour moi, c'est une forme de on fige. Ouais. Combattre, mais il y a des gens qui ont eu des idées, oui, à l'extérieur d'eux, d'aller exprimer cette agressivité-là, mais la plupart de des fois, c'est en discussion, c'est des prises de bec avec sa famille, beaucoup de conflits. Oui, la violence conjugale qui a augmenté. Ouais. Et beaucoup d'évitement aussi dans les aspects de fuite, des mécanismes d'évitement. Après, on ne veut plus en parler. Donc, finalement, on ne s'autorise plus à être soi. Ce qu'on observe, c'est que je ne peux plus être moi, donc je vais cacher ça, je ne vais pas le dire pour éviter les conflits, pour éviter l'opprobre, Qu'est-ce que ça fait à long terme, ce genre d'adopter ce genre de comportement-là? J'imagine qu'à long terme, ça affecte vraiment l'individu. Mais oui, on ne peut pas être soi. Si on ne peut pas être soi, on ne peut pas rayonner qui on est. C'est ça. Et à ce moment-là, donc, ça vient éteindre à l'intérieur de soi, ça peut même créer ce qu'on appelle des constructions en faux self au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au bout d'un temps, la personne se crée un masque pour pouvoir vivre en société. D'être acceptée socialement. Mais ce qu'elle vit à l'intérieur est différent. Donc, il y a cette espèce d'écart et après, ça crée aussi des sentiments de je ne pourrais pas montrer qui je suis. Exact. Parce que finalement, toutes mes relations, tout mon monde est construit sur ce que je donne à voir et qui n'est pas qui je suis. Donc, arrive encore plus une tension de si un jour je montre qui je suis, tout risque de s'effondrer encore plus. Donc, on a de souffrance finalement. Oui, énormément d'isolement, ça crée de l'isolement. Puis en plus, on était déjà extrêmement isolés. C'est comme si c'est décuplé à l'infini. Si tu peux me permettre, faire du pouce sur ce que tu dis, c'est important. Notre pratique de psychologue est entre autres d'aider les gens à retrouver cet alignement-là intérieur. Puis pour ma part, c'est ça que j'ai trouvé difficile dans les dernières années. C'est comme si les gens adhéraient plus
nécessairement cette hypothèse-là de retrouver cet alignement-là, comme « ouais, mais si je le fais, je risque d'être puni » ou « ça ne fonctionnera pas ». Avant, c'était la religion. Il y avait beaucoup ce thème-là qui apparaissait. Puis on en parle encore, oui, mais il faut faire ça parce que ma grand-mère dit telle affaire, tout ça. Là, c'est comme si la pandémie a apporté, en tout cas, la gestion de la crise a apporté cette notion-là. Une sorte de religion où on doit écouter quelque chose extérieur à soi qui prend plus de place que notre intuition puis notre code de valeur. Exact. Oui, parce qu'on parle de la pandémie, mais après la pandémie, ça, voilà, c'est au niveau mondial. Il y a ensuite des façons de gérer la crise sanitaire. Et donc des mesures sanitaires, et ça a été différent selon les pays. Donc des pays qui ont vraiment mis quelque chose de très dur en place, ou qui ont été beaucoup plus laxistes. Donc ça va être intéressant dans l'après-coup de pouvoir comparer, en fait. C'est ça, parce qu'on est quand même dans les pays qui ont été les plus extrêmes dans leurs mesures. Là. Ça, c'est su, c'est mesuré. On dit, ce n'est pas un complot, c'est un fait. Donc, c'est ça, là, quand on se compare, après, on s'aperçoit que peut-être qu'on aurait pu faire les choses différemment. J'espère qu'un jour, il y aura des... Bon, ça, c'est pas notre responsabilité aujourd'hui de rendre des comptes. On espère que ce sera fait. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu du positif en 2 ans? Est-ce que vous observez qu'il y a eu des choses positives qui sont sorties de ça? Bien, c'est sûr que dans l'ensemble, ce qui ressort à première vue, c'est le négatif. Mais j'essaie toujours de chercher un peu de positif dans une situation. Il y a quand même certaines petites choses qu'on peut ressortir. Surtout, je dirais, au début de la pandémie, on avait vu une espèce d'élan de solidarité, une grande résilience chez les gens. Le temps d'arrêt forcé aussi un peu amené les gens à se questionner, à réfléchir sur le rythme de vie, les valeurs, les priorités. On a vu apparaître un désir de prendre plus soin de soi, de passer plus de temps avec ses enfants. Du temps de qualité aussi en famille. Là. Donc, il y a cet aspect-là que je vois comme positif. D'un autre côté, plus sur le plan professionnel, bien, une des choses que j'ai vues, on a parlé tantôt de la difficulté d'accès aux services en psychologie. Bien, nous, à la clinique, ce qu'on a vu, puis je pense que ça a été un petit peu partout, c'est que ça a permis aux autres professionnels de la santé mentale, de la relation d'aide, de se faire connaître, surtout aux privé, parce que les autres professionnels étaient quand même connus dans le public, mais au privé, c'était surtout les psychologues. T'sais, en général, quand les gens appellent, c'est pour voir une psy. Nous, par contre, quand on annonçait aux gens, ben on a 1 an et demi minimum d'attente pour voir une psy. Il y a 1 an et demi d'attente? Bien, actuellement, au minimum, 1 an et demi d'attente, en tout cas, du moins, dans notre secteur. Mettons, je vais vraiment pas bien, je vous appelle. Oui, c'est ça. Moi, je vais en enfance. Je vais prendre un verre de vin, puis je vais tout seul. Je peux pas parler des taux en adulte, mais, mais je sais que j'ai de la difficulté à référer quand je dois référer les parents des jeunes qui consultent. Mais dans le fond... quand on leur parle de ça, bien, c'est sûr que nous, selon le motif de consultation, quand ça fait du sens, on va leur proposer d'autres services à la clinique. Donc, auprès de d'autres professionnels. Entre autres, on a une art-thérapeute, on a une éducatrice spécialisée qui travaille en zoothérapie, il y a la psychoéducation, en travail social. Donc, dépendamment du motif pour lequel la personne nous consulte, bien, ça arrive, pallier avec autre chose. Ça arrive qu'on va leur proposer autre chose. Puis, à la base, ils n'auraient pas nécessairement été ouverts parce que dans leur tête, bien, c'est un psy qui peut répondre à la demande. Mais là, comme il y a tellement d'attentes, ils sont ouverts à entendre ce qu'on a à leur proposer. Intéressant. Ça fait qu'on a permis de faire rayonner un peu plus les autres professions. Puis ils peuvent, selon le motif, répondre de façon super appropriée aux besoins. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de positif qu'on va, on va garder après la pandémie. Oui, bon, c'est bien. Ce qui est intéressant, c'est que les autres approches, de par leur travail, c'est parfois moins long qu'en psycho. En psycho, on peut faire des suivis, tu sais, ça peut aller dans 1 an, 2 ans. En psychoéducation, en travail social, ça peut être plus court, donc ça permet de répondre, exactement. Aux besoins qui est immédiat, finalement. D'ailleurs, je lance un cri d'appel, moi, c'est plus les assureurs, parce que des fois, on voit quelque chose qui est vraiment complètement obsolète maintenant, qui est des assureurs qui ne remboursent que des psychothérapies par des psychologues, ou alors que ce seraient des gens qui auraient accès au privé, justement, à avoir peut-être un psychothérapeute, non psychologue, parce que
tous les psychothérapeutes ne sont pas psychologues. Et donc, c'est pas le même ordre, je pense. En fait, si, c'est tout à fait, c'est l'ordre des psychologues qui gère, qui a accès au permis de psychothérapeute, d'exercer la psychothérapie. Donc, il y a des psychoéducateurs. Mais il y a des compagnies d'assurance qui ne reconnaissent pas le type de psychothérapeute. Il y a des compagnies d'assurance qui veulent juste rembourser des psychologues. Et ça, par rapport au contexte actuel, c'est vraiment dommageable. Les gens vont consulter tout de même parce qu'ils sont tellement en détresse. Mais ils n'ont pas d'assurance. Mais ça fait en sorte que la charge au plan économique est quand même Puis on sait aussi que ça a affecté le portefeuille. Donc là, les situations sont déjà précaires. Puis j'imagine que ça aide pas non plus quand on est obligé de se rajouter cette dépense-là. C'est un bon point. Mais je pense pas que les assureurs vont se garrocher à changer leur façon de faire. Mais on se le souhaite. Il y en a quand même de plus en plus qui ont ouvert à d'autres professionnels. J'aime comment vous voyez le positif dans toute une belle qualité. Je sais. Dans l'aspect positif aussi, ce que je vois, c'est que on a été comme un petit peu enfermés pendant 2 ans. Notre vie était comme sur pause ou presque. Et là, c'est en train de se réouvrir. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui remettent en question leur vie et leur choix de vie. Donc, est-ce qu'on continue à vivre ici? Est-ce qu'on va Parce qu'en plus, avec la fluidité du travail et du télétravail, plusieurs peuvent aller travailler à l'étranger. Donc, il y a comme tous ces questionnements-là. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, les gens sont quand même très, très fatigués encore. Donc, c'est des questions qui s'ouvrent et qui peuvent aussi être angoissantes. C'est pas... mais au moins, ça vient et il faut les accompagner. Enfin, moi, je les accompagne. J'observe beaucoup ça dans ma clientèle aussi, ces questionnements-là. Changer de pays. Changer de pays ou changer de voie ou vraiment une remise en question professionnelle, une remise en question de tout ce qui était avant très normé, très... qui rentrait dans les clous. Là, ça nous a forcé à faire une prise de conscience, finalement, de prendre un temps d'arrêt, comme on disait tantôt. Puis c'est vrai qu'il y a eu des choses positives, parce que prendre un temps d'arrêt, c'est toujours bénéfique. Jusque-là, c'est un petit peu long. Mais bon. D'ailleurs, j'aimerais ça qu'on parle justement de l'après-pandémie. Selon vous, c'est quoi les séquelles qui vont être les plus difficiles à gérer, là? Qu'est-ce qu'on gère maintenant pour la suite des choses? J'ai l'impression que ça va être cette espèce de rupture des liens sociaux qui sont assez profonds dans la société québécoise, que j'observe en tout cas au niveau de cette séparation par rapport aux valeurs de certains. Donc, ça a fait des tensions. Dans le sens qu'il y a des familles qui ne se parlent plus, des gens qui ont été rejetés par leur mère à Noël, ce genre de choses-là qui peut être difficile à revenir, j'imagine. Ça a entraîné une espèce de conflit de valeurs, puis même une espèce de clash, même au niveau identitaire. Il y en a certains qui se sont vus attaquer sur leur personne propre, leur identité même. Donc, c'est sûr que de revenir à autre chose, on le sait, on peut pas effacer ce qui s'est passé. Il faut apprendre à vivre avec puis essayer de faire quelque chose de ça, mais ça risque effectivement d'être difficile. Il y a comme un réapprentissage, finalement, social, de recommencer à avoir une vie sociale. On n'en a pas eu depuis 2 ans, j'imagine. Oui, puis juste être plus proche que 2 mètres. La peur de la maladie, c'est sûr que ça, je le vois, c'est très subtil, mais c'est là. Comme si on approche, on va-tu tomber malade? Les enfants aussi, là, oui, exactement. Ça donne des becs. Exact. Oui, c'est ça, les conventions sociales ont été ébranlées. Puis on le voit, là, l'espèce de mouvement de est-ce que je vais vers l'autre ou je me tiens à distance? Donc, il y a quelque chose qui va perdurer, avant de retrouver une social est brisé un petit peu, finalement. Puis le niveau de confort des personnes, moi, j'en sens qu'ils sont réticentes avec le fait qu'on retourne tranquillement vers des mesures un petit peu plus allégées. Il y en a qui ont des craintes face à ça. Ceux qui vivent de l'anxiété au plan social, ils ont trouvé facilitant le confinement. Oui. Ça leur permettait d'éviter ce qui est anxiogène pour eux, c'est-à-dire d'être en contact avec les autres, de sortir de la maison et tout ça. Donc, il y a quelque chose qui a été apaisant pour eux. Donc, le retour au social peut être très angoissant, donc va être à travailler pour que ça puisse bien se passer pour ces personnes-là. C'est quoi les pistes de solution pour quelqu'un qui est anxieux à recommencer à avoir une vie sociale puis qui n'a pas forcément 1 an et demi à attendre pour aller vous voir? C'est quoi que vous leur suggéreriez de faire? D'y aller petit pas, par petits pas.
C'est comme un réapprentissage, se réexposer tranquillement. Quand on fait de la thérapie d'exposition, on y va petit palier par petit palier. Donc, on ne se jette pas dans les foules. Donc, par rapport à ce qu'il est confortable, à se rappeler aussi qu'est-ce qu'il aimait faire avant, ou peut-être ses zones de confort. Parce que des fois, on a oublié. Hein, on ne sait plus, ils ne savent plus. Donc, des fois, c'est de retravailler avec les sensations aussi. Moi, je travaille beaucoup en psychocorporel. Donc, retravailler avec les sensations de c'est quoi qui m'apportait du plaisir avant. Qu'est-ce que j'étais capable de faire avant? Et donc, d'essayer de le réinstaurer tranquillement. Et donc d'y aller vraiment tout en s'écoutant et en arrivant à doser. Se retrouver des repères finalement, au jour le jour. On a été beaucoup guidés par une force externe qui savait quoi faire pour nous. C'est ça. On s'appuyait sur les conseils. En fait, on prenait plus de décisions. On prenait plus de décisions, on écoutait la télé, on nous dictait comment être. Je pense que les premiers mois de la pandémie, c'était comme, OK, tu sais, ça... Mais à un moment donné, ça, à mon sens, ça devait diminuer pour que les gens retrouvent un certain pouvoir parce que là... Bon, il y a des gens qui se sont battus pour garder ce pouvoir-là à grand prix, mais les gens qui se sont confortés là-dedans, là, les mesures tendent à partir et là, ils se retrouvent face à, qui va assurer ma sécurité? Un néant, c'est insécurisant, j'imagine. Exact. Fait qu'il y a comme moins de possibilités de dire aux gens, oui, mais ta santé dépend d'abord de toi, autant physique que psychique. Si on prend soin de nous à l'intérieur, ben oui, c'est possible qu'un virus soit moins intéressé à nous si on est en bonne santé. T'sais. Bon, je n'irai pas là-dedans, c'est pas mon expertise. Mais quand même, il y a quand même des études qui prouvent qu'il y a un lien. Si le stress peut créer de la maladie, là, la peur et tout ça, ça doit pas être bien bon de s'entretenir dans un sentiment de peur tout le temps. Exactement. Donc, c'est là que moi, je fais souvent face à, tu sais, déjà un petit bout de chemin pour aider les gens à dire, oui, j'ai du pouvoir dans ma vie. J'ai l'impression qu'on a reculé. Oui, en tout cas, c'est plus gratifié de prendre des décisions par soi-même. Exact. Au contraire, même, ça a été assez démonisé dernièrement. Oui. On laisse faire les gens, ça va être pire, l'anarchie. C'est ça. Non, les gens qui sont capables de prendre des décisions pour eux parce que c'est senti. Au niveau vivre en société, c'est souvent des gens qui vont prendre des décisions sages, qui vont justement respecter les consignes instinctivement. C'est comme si on a automatiquement pris pour acquis que les gens ne savaient pas se gérer. Oui. Les gens sont des crétins, puis c'est mieux qu'on les encadre, qu'on les prenne en main. Puis, dans une certaine mesure, je peux comprendre, mais je pense que c'est important là, à ce stade-ci, ça c'est mon opinion personnelle, mais je pense qu'on devrait tous reprendre possession de notre sens critique, de notre jugement, puis le travailler. Oui. Mais je pense que ça s'apprend aussi, là, ces choses-là. C'est ça. Ça s'apprend. Il y a des gens qui en ont besoin, là. Pour moi, ça, c'est clair. Est-ce qu'on peut laisser les gens qui ont cette capacité-là, ce regard-là sur eux, aussi d'embarquer dans le mouvement? Je pense que ça peut apporter beaucoup de créativité puis d'air dans cette situation. Oui, parce que c'est vrai que tu parles d'air. Il y a un sentiment d'étouffement qui est quand même assez présent. Depuis le début de la pandémie, on nous a demandé vraiment d'être des citoyens exemplaires. On a parlé un petit peu de religion tantôt. C'est devenu comme une façon de vivre sa vie. C'est quoi les dangers de ça? Un peu comme on disait tantôt, d'être déconnecté de qu'est-ce qui fait du sens pour nous. Déjà, avant la pandémie, on est dans une société où est-ce que la performance, faire bien les choses, être correct, bien manger, tu sais, comme parents, là, tout doit être très calculé. Puis la pandémie a ajouté, je trouve, là-dessus parce qu'on ne pouvait plus réfléchir par nous-mêmes. Il fallait encore là écouter les consignes, suivre à la lettre sans broncher, sinon il y avait des représailles, des amendes, tu sais, au niveau monétaire, exactement. Donc, tu sais, c'est sûr que le combat, pour ma part en psychologie, c'est d'aider les gens à, oui, il y a des règles, mais toi, quel sens ça fait? Puis c'est là qu'on va être dans une société qui est en santé, à mon sens, parce que plus on est aligné avec qui on est, moins on a de symptômes physiques, psychiques aussi, évidemment. Donc, c'est ça pour moi les risques d'être le bon citoyen. Puis, qu'est-ce qui installe en faisant ça? Moi, personnellement, ça m'inquiète pour le futur. Est-ce qu'il y a encore cette règle-là qui va serrer au fil? Oui, c'est ça. J'aimerais ça qu'on parle des enfants parce que ça me fait penser, justement, eux ont vécu une pression. Eux, on est en train de les éduquer à être des citoyens.
Puis là, on leur met une espèce de régime extrêmement strict, de consignes qui peuvent être parfois assez contradictoires, difficiles à comprendre pour eux. Qu'est-ce que vous avez observé dans votre pratique? Vous avez beaucoup d'enfants puis de jeunes adultes. Qu'est-ce que vous observez? En quoi ça les affecte? Bien, c'est sûr que on en a parlé tantôt, hein, les symptômes anxieux sont très, très présents. C'est, je dirais, le motif principal que je rencontre actuellement. Okay. C'est sûr qu'il y a aussi beaucoup d'éléments dépressifs. Là, on en a parlé tantôt, les difficultés d'activation. Chez les enfants aussi? Oui, chez les enfants aussi. Il y a des enfants qui présentent des idées noires. Parfois, on en a... des enfants qui pensent à mettre fin à leur vie. Oui, ça m'est arrivé jusqu'à, mettons, le plus jeune, 7 ans, qui présentait des idées noires. Qui ont plus de plaisir. Souvent, là, moi, les ados, ce qu'ils nomment, c'est donc bien plate, la vie, en ce moment. Tout ce qui est agréable a été retiré de leur vie. Donc, les jeunes, surtout ceux qui veulent faire le choix ou qui, de par l'édition qu'ils ont en famille, par exemple, les parents qui font le choix de ne pas se faire vacciner, ça peut avoir un impact aussi sur le jeune. Mais il y a aussi des jeunes qui vont choisir de se faire vacciner parce qui n'ont pas accès aux activités parascolaires, qui n'ont pas accès... Tout le rejet social aussi. Qui n'ont pas accès à tout ce qui est le fun pour eux. Donc, actuellement, les milieux scolaires, c'est ça, ils ont enlevé ce qui était agréable. Tu sais, à un moment donné, l'éducation physique était suspendue. Ça fait en sorte que la motivation, la joie de vivre n'est pas toujours présente. Puis aussi, j'imagine, il y a à la maison aussi, plus de stress, les couples ont été sous pression. Puis la santé mentale des parents va nécessairement avoir un impact sur les enfants. Il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées aussi au niveau de leur routine. Tu sais, quand il y a eu les confinements, il n'y avait pas d'école, les parents travaillaient de la maison. Donc, tu sais, ce que j'ai observé aussi, c'est un concept, les parents qui sont là, pas là. Donc, le parent est présent physiquement à la maison, mais n'est pas disponible. Puis moi, j'ai eu beaucoup de jeunes qui ont eu de la difficulté à faire avec ça parce que ça faisait pas de sens. Bien, pourquoi papa n'est pas disponible? Pourquoi maman n'est pas disponible actuellement alors qu'il est là? Et les parents qui doivent composer avec tout ça. Donc ça, c'est venu alimenter aussi chez beaucoup de jeunes. Ça fait beaucoup de choses quand même. Oui, ça a des impacts majeurs dans le développement affectif, donc cognitif. Mon Dieu, avec tout le lien d'attachement, j'ai pas répertorié tout, mais au niveau de l'attachement... Oui, c'est ça. Puis chez les adolescents, un des effets qu'on voit, entre autres du confinement, c'est toute la difficulté au niveau de l'individuation. Les jeunes, à l'adolescence, le besoin social est primordial dans le développement. Puis actuellement, ils n'ont pas suffisamment accès à ça. Et quand ils sont pris à la maison avec leurs parents, ça peut être un peu plus difficile d'arriver à se détacher pour s'individuer comme personne, c'est devenir une personne à part entière. Ce qui fait que moi, en fait, ce que j'ai observé, c'est souvent que ça crée des tensions au plan familial parce que la seule façon d'arriver à s'individuer, comme ils peuvent pas le faire à l'extérieur de la maison, c'est d'entrer en conflit avec le parent. Donc, des jeunes qui vont être très... Oui, puis les parents qui disent « mais je comprends pas ce qui se passe ». Déjà, à l'adolescence, c'est pas toujours simple, la relation parent-ado, mais on dirait que c'est décuplé actuellement. Wow! OK, ça fait beaucoup de choses quand même. Puis dans votre pratique, comment vous travaillez ça? Est-ce que vous pouvez outiller les jeunes? Parce que vous pouvez pas changer le contexte social quand même? Non, c'est sûr que... Je le cacherai pas, c'est un défi, là, souvent, dans la pratique. Moi, je vais aussi offrir du coaching parental, donc où je vais rencontrer les parents, surtout les plus jeunes. Donc, c'est sûr qu'on va essayer de travailler à comment ils peuvent offrir un cadre le plus normal possible à l'enfant, comment ils peuvent permettre de garder une certaine cohérence au niveau des routines, d'amener quelque chose de rassurant ou de sécurisant là, pour leur enfant. Il y a quelque chose on a souvent parlé de la résilience des enfants. On dit, les enfants... j'ai souvent entendu ça de parents depuis la pandémie. Ça les affecte pas tant que ça. C'est eux qui s'adaptent le plus facilement. Mais à quel prix? C'est ce que je me demande. Est-ce que, oui, les enfants vont s'adapter, mais ça veut pas dire que ça laisse pas des marques. L'enfant, il va mettre son intégrité de côté pour écouter l'autorité, pour écouter le parent. Le parent a même été lui-même infantilisé par le gouvernement. Donc, souvent, on faisait face à des enfants dans la maison, tu sais, dans le sens du pouvoir personnel.
On a quand même vu une augmentation des troubles du comportement Oui. à la maison. Tout ce qui est de l'ordre du trouble du comportement, l'opposition, des crises, le jeune qui ne fonctionne pas comme normal, comme d'habitude, en fait. Vraiment des ruptures à ce niveau-là. Moi, j'ai vu, parce que j'ai encore un peu une clientèle jeunesse, un petit peu encore, même s'il y en a moins qu'avant, mais une augmentation des TOC. Hein? Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as... Des troubles obsessifs compulsifs chez les enfants. C'est quelque chose qu'on n'observait pas tant avant, mais c'est un motif chez beaucoup de jeunes actuellement, tout ce qui est justement de l'obsessionnalité. Puis, à première vue, ce qu'on se dit, c'est que ça pourrait être plus en lien avec la peur de la contamination, la peur des maladies, tout ça. Mais je vois d'autres types de TOC aussi. Comme quoi? Par exemple, le fait de compter, recompter, des rituels d'ouvrir, fermer des lumières, de devoir replacer tout de façon systématique, le besoin d'aller chercher une espèce de routine très rigide. Puis j'ai l'impression qu'on peut le comprendre de par le fait qu'ils n'ont tellement pas de pouvoir ailleurs dans leur vie que c'est un peu la façon d'aller chercher du contrôle, du pouvoir sur ce qui se passe. Puis dans le même sens, j'ai vu apparaître beaucoup de troubles du comportement alimentaire. Puis il y a plusieurs... aussi. Ah ouais? Oui, chez les ados, les adultes. Boulimie? Beaucoup d'anorexie, je dirais, actuellement. En tout cas, moi, dans mon caseload. Puis ça semble être assez répandu. Là. J'ai plusieurs collègues psychologues dans différentes régions qui ont répertorié la même augmentation. Alors donc, que c'était quelque chose qui était moins... c'est sûr qu'on en rencontrait de temps en temps. Là. On avait une demande, c'est ça, ponctuellement. Là, je vous dirais qu'il y a environ, je pense, le tiers de mon caseload actuellement qui présente des particularités au plan alimentaire. Fait que c'est sûr qu'il y a toute la notion de contrôle. C'est tout en lien avec le contrôle, c'est ce que je comprends. Le trouble alimentaire, oui, il y a la notion de contrôle. Je pense qu'il y a d'autres éléments aussi qui rentrent en ligne de compte, comme le fait que l'accès aux réseaux sociaux est beaucoup plus présent. Les jeunes sont sur les écrans, vont être confrontés à des images. On voit constamment en Zoom. C'est vraiment oui, effectivement. Il y a une augmentation de la détresse. Ça vient jouer au niveau de l'image de soi, beaucoup. Puis il y a quelque chose aussi au niveau de l'alimentation. Ça a été documenté, je pense que c'est même l'INSPQ là, qui a soulevé qu'il y avait des perturbations au niveau des habitudes de vie, entre autres au niveau de la préoccupation par rapport au poids, puis par rapport à la consommation de malbouffe, qui a vraiment augmenté significativement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est perturbé au niveau des habitudes de vie, puis au niveau de l'image qu'on peut avoir de soi. Puis on parlait de la performance et tout ça qui rentre en ligne de compte aussi dans ces problématiques-là. Puis aussi, chez des enfants, on a dit oui, ils s'adaptent, ils se conforment, on les voit, ils font leur vie. Mais ce que j'ai observé aussi, c'est les enfants, en fait... Il y a eu beaucoup de changements dans les règles au cours des 2 ans. Ça n'a pas été... le masque un jour, le masque 2 jours. Voilà, donc tout d'un coup, une distanciation, des bulles de classe. Et en fait, déjà, ils sont terrorisés de contaminer papa, maman, grand-papa, grand-maman et de tuer papa, maman, grand-papa, grand-maman. Donc ce sont des enfants que quand on avait, je me souviens, en 2020-2021, on n'avait pas encore la consigne d'avoir un masque en tout temps, surtout moi dans le bureau, il y a le 2 mètres, mais ceux qui ne voulaient pas l'enlever, c'était des ados, par exemple, ou des enfants, parce qu'ils étaient vraiment dans une anxiété importante. Donc, il y avait le choix d'enlever le masque et ils ne l'enlevaient pas. À ce moment-là, on pouvait quand on avait la distanciation réglementaire, et vraiment... C'était ceux qui ont préféré les garder. Les adultes l'enlevaient, mais les ados le gardaient. Voilà, de peur, pas pour eux. Ils avaient peur. Ils n'avaient pas peur d'être malades, eux. Ils avaient peur de contaminer leurs parents, en fait, ou dans la parenté. Puis ça, c'est quelque chose que vous avez creusé puis vous avez réussi à faire verbaliser. Oui, on en a parlé. Et là, je sensibilise les parents à ce moment-là, d'une, pour que ce soit parlé, parce que là, on va vers un déconfinement. Enfin, on ouvre, les règles vont beaucoup s'assouplir, s'assouplissent vraiment rapidement. Et il faut absolument accompagner l'enfant et lui expliquer pourquoi. Très souvent, on a dit, maintenant tu fais ci ou maintenant tu fais ça, comme un petit peu on nous a dit aussi. Oui, Donc, et le parent n'a pas forcément nommé, tu sais pourquoi là,
tout d'un coup, on t'empêche de regarder, ou pourquoi là tu peux. Donc là, c'est vraiment important de les réaccompagner en expliquant pourquoi maintenant on peut se permettre d'être plus souple au niveau des mesures pour qu'eux soient rassurés intérieurement. Oui, c'est ça, il manque d'explication. Oui, puis les adultes n'ont pas nécessairement les mots parce que même en tant qu'adulte, on est mêlé, on comprend pas le sens, c'est comme pourquoi là, oui, non. Puis c'est intéressant Et ce les que adultes restent anxieux aussi. Exactement. Ça, donc, c'est difficile de rassurer l'enfant. Les enfants, dans la résilience, pour que la résilience puisse arriver, ça prend justement un lien sécure avec la famille, les parents. Ouais. Puis le langage, exprimer les émotions, exprimer le sens à tout ça, ça permet vraiment... C'est des facteurs de protection pour ça. Aider exact, les la enfants. Résilience. Donc, les enfants qui n'ont pas nécessairement accès à ça, c'est inquiétant. Ils sont un peu pris avec ça, en Exact. fait. Exact. Puis en quoi ça peut les affecter? Là, la génération va grandir. Selon vous, qu'est-ce que ça pourrait laisser chez les enfants, ce genre de peur de tuer son parent, son grand-parent? C'est quand même des... Ça doit pas disparaître comme ça. On lève les mesures, c'est fini. Ça risque de prendre un certain temps, effectivement, avant de s'estomper. Il y en a qui parlent un peu de traumatisme collectif actuellement. Ça semble gros parce que c'est pas un tsunami, c'est pas quelque chose qui est arrivé de façon... C'est quand même sans précédent, ce qu'on dit. C'est juste invisible. mais c'est invisible. Il y a quelque chose d'un peu insidieux dans ce qui se passe actuellement qui fait que... je pense que ça alimente la difficulté à faire du sens. En tout cas, moi, c'est ce que je remarque chez les jeunes qui consultent. Ils n'arrivent pas toujours à faire du sens avec ce qui se passe. Puis ceux qui arrivent à en faire, bien, c'est ceux qui s'en sortent le mieux actuellement. Oui, exactement. Oui, c'est intéressant. Je voulais aussi mentionner les parents qui ont quand même pris le courage de nuancer les règles. Oui, le masque, mais c'est ces enfants-là que moi, j'ai vu qui ont moins de séquelles visibles. Oui, les parents qui ont pu permettre à... Peut-être les nuancer. parents ont gardé un peu plus de cohérence. Exactement. Ouais. Oui, exactement. Il y avait aussi plus de flexibilité. On parlait de résilience. La flexibilité psychologique est nécessaire à la résilience. Puis quand les parents se sont montrés plus flexibles, on s'entend, c'est des parents qui quand même suivaient les mesures, mais qui ont permis, entre autres, à leurs enfants de voir des amis en dehors de l'école quand ils sont dans la même bulle de classe, parce que ça faisait du sens de... T'es tout le temps avec ton ami à l'école, donc à la maison, je connais beaucoup de parents qui ont fait ça. Bien, souvent, c'est mes jeunes qui étaient moins anxieux, qui étaient moins dépressifs, qui ont réussi à faire un peu plus avec ce qui se passait. Là. On parlait de TOC. J'ai autour de moi beaucoup de parents que leurs enfants sont mis à se mutiler. Est-ce que c'est des choses que vous observez aussi, là, le se faire mal, la détresse? Les demandes à ce niveau-là, j'en ai eu beaucoup. Des parents qui ne doivent pas savoir quoi faire. Là. J'imagine que c'est pas même l'enfant, mais le parent doit être comme pris avec ça. Exact. Puis c'est quelque chose qu'on observait avant, j'imagine, se mutiler. Mais est-ce que vous considérez que c'est des choses qui ont augmenté, comme la détresse de vouloir s'infliger du mal? Oui, moi, je l'ai vu, là. Ouais. Dans mes observations, là. Ouais, j'ai pas je comprends. Basé sur... donné science, mais oui, dans ma pratique, je l'ai entendu beaucoup comme demande. Wow. Oui. Ça montre à quel point, j'imagine, quand on se mutile, c'est parce qu'on a... C'est quoi? On veut faire sortir le mal, on veut le matérialiser? C'est quoi le processus? Les filles, vous me validerez si ça fait du sens, mais souvent, ce que j'observe, c'est des gens qui n'osent pas exprimer leur agressivité, leur colère à l'extérieur d'eux. Donc, c'est sûr que ça se dirige vers eux. Et il y a un soulagement parce qu'il y a de l'endorphine aussi qui est sécrétée après. Donc, c'est entre autres les grandes lignes, là, tu sais, de ce que des fois, c'est un mal-être vraiment général, assez... c'est comme une souffrance qui vont exprimer, qui est plus assez pesante, diffuse, voilà. Et donc, l'acte mutilatoire a pour effet de venir faire mal à un endroit précis du corps. Et donc, comme de ramener à cet endroit-là et de ressentir aussi son corps. Des fois, il y a beaucoup de sensations de vide associées. Donc, il peut y avoir alors, des fois, l'allègement de la souffrance va venir parce que justement c'est un endroit précis du corps. Des fois c'est parce que on voit le sang couler. Enfin, il y a plusieurs aspects dans... Il y a l'aspect de contrôle aussi qui peut entrer, d'avoir un contrôle sur sa souffrance. Puis de concrétiser quelque chose. Il y a quelque chose justement de visible, de tangible versus la détresse psychologique sur laquelle plusieurs jeunes trouvent qu'ils n'ont pas de prise. Oui. Tu sais, tu nommais tantôt, beaucoup de gens disent que les enfants s'adaptent. Oui, ils vont s'adapter, mais quand il y a un déséquilibre,
l'enfant va développer des symptômes, soit physiques ou psychiques, pour rétablir cet équilibre-là qui n'est pas expliqué. T'sais. Donc, c'est sûr qu'avoir autant d'enfants avec autant de symptômes qui ne sont pas directement liés thème pandémie, on peut porter l'hypothèse que c'est ça. Il y a quelque chose qui n'est pas expliqué, qui ne fait pas de sens. Donc, les symptômes apparaissent pour essayer de justement ramener un équilibre. Mais c'est même quelque chose qu'on retrouve chez les adultes actuellement. Moi, je le vois en consultation. Je rappelle souvent aux adultes le contexte dans lequel ils sont actuellement. Le contexte pandémique ou des mesures sanitaires associées. Parce que vos patients ne font pas forcément le lien. Non, ils ne font pas le lien. Ils ne font pas le lien avec leur état un petit peu plus je ne sais pas comment l'expliquer, lancinant, plus démotivé, moins d'intérêt pour les choses, mais ils n'ont pas forcément, comme je disais tantôt, perdu tout plaisir, mais c'est comme plus difficile. C'est ça. C'est comme passer à l'action devient difficile. C'est comme, on prévoit un souper, c'est le fun, puis au moment de faire, c'est comme... il faut y aller. Mais après, une fois là-bas, pour ceux qui ne sont pas en dépression, encore une fois là-bas, ils ont du plaisir, ils fonctionnent normalement. Mais c'est cette activation-là qui est vraiment rendue difficile. Puis, par rapport aux enfants, c'est quoi... Là, on commence à déconfiner. C'est quoi les pistes de solutions, selon vous? Comment ces enfants-là, la génération qui a été affectée, là, qui continue de grandir, c'est quoi les solutions? Comment on peut les outiller? Si on n'a pas les moyens de consulter ou on ne peut pas... Est-ce que vous avez des conseils à donner à des parents qui sont un peu découragés, qui vivent les tocs, ces choses-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, c'est sûr que, on parlait tantôt de faire du sens. Je pense que d'amener les enfants à un peu plus comprendre ce qui se passe actuellement. C'est difficile, on est d'accord. Moi-même, je comprends rien. C'est sûr que c'est pas simple. Puis, c'est sûr aussi que le défi supplémentaire, c'est d'y aller avec quelque chose qui colle à leur âge. Donc, c'est pas toujours évident de trouver les bons mots pour expliquer ce qui se passe, surtout quand pour le parent lui-même, ça fait pas de sens. C'est ça. Mais je pense que... on a parlé aussi tantôt d'aller progressivement, je pense que ça va être nécessaire de reprendre un rythme naturel, mais de façon quand même progressive. Donc, j'imagine que l'idée, c'est d'être vraiment comme plus à l'écoute des enfants, puis les aider à verbaliser davantage, à les chercher probablement plus. Oui, puis avant, moi, j'ai envie de proposer que les parents fassent un travail personnel avant. C'est intéressant. Parce que si c'est pas digéré pour eux un petit peu plus, ça va être difficile de leur demander de faire ça. C'est normal que face à un enfant qui vit une détresse, que quand c'est pas clair pour nous, c'est sûr qu'on peut. En tout cas, c'est difficile de l'aider. En fait, je donne souvent l'exemple, quand mon bocal est vide, c'est difficile de remplir le bocal de couple, le bocal de famille. Je pense qu'il faut comme prendre soin de se remplir d'énergie avant de pouvoir... Puis c'est pas évident en tant que parent parce qu'on est beaucoup dans le don de soi puis on veut aider notre enfant avant nous-mêmes. Mais là, j'imagine que si on veut vraiment être une bonne aide, il faut prendre le temps de... C'est important. Puis, il y a même, par moment, un peu de magie qui peut s'opérer. C'est pas de la magie, là, c'est des processus psychiques, là, mais quand le parent va prendre le temps de faire ça, ça se peut que les symptômes diminuent d'emblée, juste parce qu'il y a quelque chose qui s'est calmé, installé. Ça, je l'ai vu souvent en thérapie. Ah ouais? Oui, quand les parents prennent soin d'eux, du thème. Énergétiquement, ça change quelque chose. Bien, l'enfant sent que le parent, il semble être plus en harmonie ou quelque chose d'apaisé. Donc, l'enfant, son repère, c'est le parent. Ouais, OK, ça va bien dans la business. C'est sécurisant. Puis, l'ambiance familiale s'en trouve apaisée. Donc, nécessairement, ça aussi, ça a de l'impact sur comment l'enfant peut se sentir. L'importance de travailler sur soi, c'est tellement important. Puis, tu sais, je pense que ça l'est de plus en plus valorisé, là. En tout cas, j'ai l'impression, mais ça reste que pendant la pandémie, une frustration que j'ai portée, c'est souvent me sentir à bout de souffle, vraiment essoufflée, puis de me faire dire par ceux qui prennent les décisions à ma place, encore un petit coup à donner, là. Mais selon moi, tu sais, il y a comme des conséquences à nous demander de ne pas respirer pendant plus que 2 ans. Il y a quelque chose qui devient juste pas... C'est impossible. On ne peut pas demander à des gens de ne pas respirer pendant 2 ans. T'sais, à un moment donné, je vais faire... Ça va arriver, là. J'ai vraiment envie... Tu me fais penser, là, j'ai eu beaucoup de gens
qui mentionnaient bloquer dans leur respiration. Wow. Consulter en médecine. Physiquement, là? Physiquement. Mais moi, j'en connais deux oui. dernièrement qui m'ont dit ça. Qui avaient peur d'avoir des de quoi au poumon, problèmes cardiaques, un sentiment d'oppression, puis finalement vont consulter. Sans que ça soit des troubles de panique, là. Il y avait ça, mais il y a vraiment physiquement beaucoup de gens. Je peux les noter là, tellement que. Vraiment. On sait que l'anxiété vient impacter la façon dont on respire. Par exemple, déjà on ne se tient pas de la même façon. Il y a des tensions musculaires au niveau du corps. Donc la façon de respirer est différente. Donc moi je fais beaucoup de travail de respiration avec ma clientèle parce qu'en fait je fais beaucoup de pleine conscience, de méditation, d'aspects de yoga que j'introduis dans la thérapie. C'est ça, c'est une forme de méditation. Oui. C'est ça. Finalement, c'est ça, on est comme tellement un tout, puis s'il y a quelque chose qui ne marche pas, bien, ça influence le grand cycle. Notre futur est comme devenu assez intangible. C'est très difficile de se projeter dans le futur présentement. Est-ce que c'est important pour une personne de pouvoir se projeter dans le futur? Tellement. Ouais. Tellement. C'est essentiel. Ouais. On a besoin de cheminer, on a besoin d'avancer, on a besoin de se projeter, de faire des projets. Donc, en quoi ça nous impacte là, en ce moment de ne pas pouvoir faire ça? Ben, c'est qu'en fait, ces derniers temps, tout changeait à chaque fois. C'était très mouvant. On avait moins de contrôle sur nos vies, sur les choix qu'on pouvait faire. Donc, ça a comme fermé le futur. On n'arrive plus à se projeter plus loin que dans un mois, demain, dans une semaine. On le voit là, on est en période de changement. Donc, le futur... soit il devient potentiellement anxiogène, donc il est menaçant ou difficile, ou alors parce qu'on ne sait pas, un nouveau virus, une nouvelle vague. D'ailleurs, le gouvernement en a déjà parlé, qui risque de ressortir tout ça pour l'automne. Donc, on n'est même pas sorti actuellement de la dernière vague. On n'a même pas complètement déconfiné ou arrêté les mesures. Donc, on parle déjà de la prochaine. Donc, et ça, pourtant, ça a eu un impact sur plein de gens. Je veux dire, beaucoup ont perdu leur emploi ou leur business, qui ne travaillaient pas. Enfin, bon, bref. Donc, pas se projeter, c'est vraiment couper la créativité d'un être humain. Et l'être humain, il est là pour être créatif. C'est comme ça qu'il s'exprime, c'est comme ça qu'il rayonne dans le monde. Donc, c'est s'exprimer, s'affirmer dans le monde, c'est être créatif aussi. Donc là, on est comme... On est brimé là-dedans. On n'avance plus. Donc, ça peut amener à des aspects dépressifs, parce que justement, on peut plus se projeter dans un futur de bien, un futur ouvert. C'est quand même assez particulier ce qu'on vit. Puis tu sais, c'est important de dire, on disait tantôt, les patients ne font pas le parallèle entre leurs symptômes puis la pandémie. Est-ce que c'est normal de ne pas bien aller en ce moment? Oui. C'est très normal. Oui. Je pense que c'est important de le dire. Moi, je travaille beaucoup à normaliser avec mes jeunes ce qui se passe en ce moment pour pas qu'ils se sentent tout seuls à vivre ça. Puis souvent, ça amène une espèce d'apaisement, de faire « Ah, OK ». Ça leur permet d'accepter un peu plus ce qu'ils sont en train de vivre, parce que j'en ai beaucoup qui m'arrivent avec « Bien, je devrais pas me sentir comme ça. Pourquoi je me sens comme ça? Il n'y a rien qui explique que je me sens comme ça. » Je fais « OK, wow, il n'y a rien qui explique. En ce moment, il y a quelque chose de gros qui se passe. » C'est là où je disais tantôt, tu sais, en termes de traumatisme, que c'est pas aussi flagrant. Bien, ça fait en sorte que les gens vont moins facilement rattacher ce qu'ils vivent à ce qui se passe. Donc, il faut leur ramener ça. Puis en terminant, j'aimerais ça juste savoir, selon vous, si on a une chose à retenir par rapport à la santé mentale, par rapport à ce qu'on vient de vivre pendant 2 ans, qu'est-ce que ce serait? Est-ce qu'il y a quelque chose, je peux faire un tour de table, quelque chose que vous voulez mettre de l'avant, que vous considérez important? Je commencerai avec vous. J'ai vraiment envie de lancer l'appel à tolérer la différence. Peu importe ce qu'on vit, la différence est nécessaire. C'est ce qui amène la créativité. Unifier les différences, c'est exactement ça qui amène le nouveau. Les batteries, ça fonctionne comme ça, plus ou moins. C'est vrai. Faire un enfant, tu sais, c'est des tensions. C'est ces tensions-là qui peut soulager, mais c'est de tolérer la tension. Même en musique, c'est comme ça. Exactement. Aussi. Tension, relâchement, ça fait partie. C'est ça qui fait que c'est beau. Oui, c'est ça qui fait que c'est beau. Puis qu'il y a des solutions qui apparaissent, mais là, on est dans une croyance de une ligne, c'est celle-là, puis c'est juste elle qui va faire qu'on va sortir de ce problème-là. Puis je pense qu'on est en faire une erreur à ce niveau-là. Puis au niveau des amis, des familles, bien là, la tolérance à la différence,
On l'avait pas tant avant. C'est quelque chose que je voyais beaucoup dans mon bureau. Mais là... on l'a échappé un petit peu. Oui, c'est ça. Fait que ça serait ça que j'ai envie de dire aux gens dans leur être. Là. Juste porter cette phrase-là, tolérer la différence, la magie. Ça n'a jamais été quelque chose qui a été mal. La tolérance, la compassion, l'empathie, tu sais, il me semble que c'est des belles valeurs à nourrir. Exact. Là. Ramener ça au centre. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez dire pour terminer? Bien, c'est sûr que je suis vraiment d'accord avec Caroline sur cet aspect-là. Je pense aussi, tu sais, comme on a nommé tantôt, de trouver une façon de faire du temps avec tout ce qui s'est passé, puis de voir bien, comment le peu de positif qu'on a été chercher, on peut le garder. Puis continuer sur... Bâtir là-dessus. Oui, bâtir là-dessus pour ce qui est, bien, entre autres, des changements de valeurs, changements de priorité. Il y a quand même eu du beau dans ça. Donc, est-ce qu'on peut garder un bout de ça? Oui. Qui s'est perdu de vue un peu dans les 2 dernières années, malheureusement. Oui, c'était ça. C'était facile de le perdre de vue. Avez-vous le mot de la fin, Soumaya? De vraiment de prendre soin de soi. C'est normal de ne pas aller bien en ce moment. C'est normal de trouver ça difficile, de peut-être pas en voir la fin. De se donner le temps. Beaucoup de bienveillance envers soi-même, se donner le temps parce que tout ça va être une réadaptation aussi avec la fin des mesures. Donc vraiment y aller en douceur avec soi. J'espère que les employeurs gestionnaires vont être doux avec le retour au travail, leurs employés, de vraiment prendre soin. Parce que ça a été énormément d'énergie, beaucoup de fatigue. Et là, on repart sur une adaptation. Donc, il faut s'autoriser à ce que ce soit pas... oh, on est super heureux, ça y est, on va pouvoir avoir notre vie d'avant. Plein de gens se sentent pas là. Et c'est normal. Donc, vraiment, y aller doucement, à son rythme. Ma soeur me dit toujours, sois ta meilleure amie. Donc, j'imagine que c'est un peu ça. C'est comme arrêter de s'auto-flageller, d'être dans la performance, puis avoir le masque social, d'être la personne toujours de bonne humeur, parfaite. À un moment donné, c'est correct aussi de se dire... Ça a été difficile les 2 dernières années, là, on va le respirer. Là. Puis on a parlé beaucoup d'Élisa Tante tout à l'heure, mais il y a quand même aussi... Il y a des tutoriels sur YouTube. Non, évidemment, je veux dire, en moment de crise, il y a toujours de l'aide qui peut être trouvée avec les centres de crise, les lignes téléphoniques, le support. Oui, et même, voilà, tel jeune, c'est pas forcément d'être suicidaire, c'est des lignes d'écoute, des lignes de support au niveau du CLSC qui va avoir une priorisation aussi par rapport à l'intensité de la problématique présentée. Puis aussi, en adulte, enfin, moi, ce que j'ai autour de moi, c'est pas 1 an et demi d'attente. C'est sûr, c'est pas comme avec les enfants, là. On peut avoir des fois 2-3 mois d'attente au privé. Donc, c'est nouveau au privé, mais on y arrive quand même. Donc, ne pas se désespérer là aussi. OK, fait qu'il y a des listes d'attente moins longues que d'autres. De quand même faire des demandes, tu sais. Oui, c'est important ce que tu dis. C'est vrai qu'on a lancé un message qui peut paraître comme un frein. Oui, c'est vrai. C'est intéressant de le nuancer. Exact. On peut quand même... Il y a de l'espoir. Oui, puis on ne sait pas, tu sais, comment les gens vont reprendre. Puis l'été s'en vient aussi, j'imagine que l'été aussi vient avec... Tu sais, il y a une dépression saisonnière l'hiver au Québec, là. Donc, Puis même nous, ça nous amène à être créatifs. Moi, j'en suis à proposer des fois des rencontres ponctuelles en disant, j'ai pas de place, mais je peux vous offrir une rencontre ponctuelle, puis en attendant 2, puis pour voir la problématique. Donc des fois, ça permet la personne à se dire, oh, j'ai un lien. Puis ça apaise, j'ai pu me déposer quelque part, 1-2 rencontres, puis... Donc, même c'est un début. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment mieux que rien. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Puis j'espère que les gens vont prendre conscience que la santé mentale, c'est vraiment extrêmement important. Puis je pense qu'il y a comme tout un réapprentissage à faire comme citoyen, là, de dire on a le droit de pas bien aller. Donc, merci de nous avoir donné la permission aujourd'hui de pas filer. Merci d'avoir été là. Je vais vous rappeler qu'à Juste pour savoir, on invite tout le monde à prendre sa santé globale, santé mentale en main et aussi prendre soin de celle des autres. On vous invite aussi à vous poser des questions quand les choses vous semblent incohérentes. Merci, à bientôt. Si tu veux, tu peux. Je te dis que la vie c'est beau, je vais te faire voir la vie en rose comme un flamingo. On dit que le monde est malade, la terre entière en parle. C'est vrai, c'est-tu faux ou c'est l'effet placebo? Oh, oh, oh.